Bonjour à tous, donc je suis Eric Bidet, professeur à l'Université du Mans. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le Central Self-Sufficiency Foundation, le Korea Development Institute for Self-Sufficiency and Welfare pour leur invitation. Alors, mon intérêt pour le self-sufficiency, pour les politiques sociales en Corée, c'est un intérêt qui découle d'un objet de recherche un peu plus large, qui est l'économie sociale et solidaire, l'entreprise sociale. La recherche que j'ai menée durant ces quelques décennies, elle a été essentiellement consacrée d'une part à l'étude des formes concrètes d'économie sociale et solidaire et d'entreprise sociale et de leur transformation, et puis d'autre part à une réflexion sur les conditions de transposition de ces concepts, économie sociale et solidaire, entreprise sociale, depuis leur contexte d'origine, les États-Unis, l'Europe, dans d'autres contextes, et la Corée et plus largement l'Asie. C'est à travers ce prisme-là que je me suis intéressé au programme de Self-Sufficiency et à d'autres dispositifs qui ont été mis en place en Corée en vue de créer des emplois ou de fournir des services sociaux à des catégories sociales spécifiques, des pauvres, des handicapés, des migrants, des femmes célibataires par exemple, ou d'apporter une contribution à des enjeux de développement territorial ou des enjeux liés à l'environnement. Quand j'ai analysé le self-sufficiency en Corée, ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est de constater que l'origine en fait se situait dans des initiatives pionnières mises en place par des mouvements d'habitants dans les années 90, sur le modèle des collectifs ou des coopératives de travailleurs, et en particulier le modèle espagnol de Mondragón. C'est à partir de là que s'est formalisé le concept de self-sufficiency, puis qu'il a été institutionnalisé en 2000 avec la loi sur le NBLS. Donc c'est utile, je pense, de souligner ça, parce que ça veut dire que le 20e anniversaire du NBLS, ça ne représente pas le 20e anniversaire du self-sufficiency strictement, mais plutôt celui de son institutionnalisation et de sa pleine reconnaissance par les pouvoirs publics, et à devenir un prestataire de services efficaces et innovants dans des domaines tels que l'entretien des espaces, les soins aux personnes, la rénovation des logements. Ce qui est intéressant, c'est leur modèle, parce qu'il est basé sur des principes spécifiques, notamment celui d'une gouvernance participative ou démocratique, et puis sur l'idée d'une complémentarité publique-privée en matière de financement et en matière de partenariat. Et dans certains cas, c'est ce qu'on voit par exemple dans le domaine de la rénovation des logements, l'action des self-sufficiency finalement amène à renouveler le domaine et les formes traditionnelles de l'action publique. Ces initiatives, elles sont donc le résultat d'un processus de coproduction, dans lequel on va associer les bénéficiaires eux-mêmes et puis d'autres partenaires, publics ou privés, aux dispositifs qu'on met en place. Et elles illustrent à mes yeux assez bien le fait qu'on obtient souvent des meilleurs résultats quand on associe les bénéficiaires à l'élaboration des politiques et dispositifs qui leur sont destinés. Tout ça pour dire que les vertus des organisations du self-sufficiency relèvent à la fois de ce qu'elles produisent et puis de la manière dont elles le produisent. Et c'est ça qui m'amène vers l'innovation sociale. Le processus de développement du modèle de self-sufficiency en Corée m'apparaît assez révélateur d'une forme exemplaire et dynamique d'innovation sociale. L'exemple du self-sufficiency est assez emblématique de ce mode de diffusion qui est propre à l'innovation sociale et de ces caractéristiques que je viens d'évoquer. On a pour commencer des projets expérimentaux qui sont portés par des acteurs de terrain, engagés, militants, et puis les résultats que produisent ces projets isolés vont susciter un intérêt qui va entraîner la mise en place de quelques programmes publics expérimentaux. Puis, dans une étape suivante, ces programmes expérimentaux vont être relayés par une coalition d'acteurs suffisamment influente, efficace, pour générer une reconnaissance institutionnelle en lien avec la loi sur le NBLS. Et en l'espace de quelques années, on passe effectivement de cette façon-là d'une poignée d'initiatives peu structurées, souvent informelles, à un réseau de plus de 200 centres qui offre un maillage complet du territoire national, comme finalement des éléments d'un nouveau soft power social de la Corée qui sera en train d'émerger, de se construire, et dont on a vu un petit peu la potentialité à l'occasion du Covid récemment.
Cette réussite, c'est mon dernier point, ne doit pas néanmoins cacher quelques limites. Tout d'abord, une capacité limitée à répondre au problème de la pauvreté, si l'on s'en tient aux statistiques, puisque selon les standards internationaux, le taux de pauvreté en Corée reste encore assez élevé. Il est 2 fois plus élevé qu'en France, par exemple, et la différence entre le nombre de pauvres et le nombre de bénéficiaires du NBLS reste assez conséquente. Et puis, deuxième point, on voit qu'il y a une difficulté encore qui n'est pas complètement résolue à répondre à l'enjeu d'une insertion professionnelle pérenne pour une population peu qualifiée. Ce qui soulève peut-être, à mes yeux, une double question. D'une part, celle de trouver des critères d'éligibilité et un niveau de bénéfice qui permettent de répondre efficacement au problème de la pauvreté, tout en empêchant ou en limitant les passagers clandestins. Et puis d'autre part, celle de mettre en place des programmes de formation, d'accompagnement qui vont permettre de développer efficacement les compétences professionnelles des bénéficiaires pour les amener vers des emplois stables et suffisamment rémunérateurs. Autrement dit, il s'agit de rendre employables les bénéficiaires et de permettre à certains de devenir éventuellement des entrepreneurs ou des co-entrepreneurs. Donc voilà, à mon sens, peut-être les enjeux qui m'apparaissent les plus décisifs pour le NBLS, pour le réseau Self-Sufficiency dans les années à venir. Merci beaucoup à vous.